Bienvenue à tous et bienvenue sur La Familia, un podcast que j'ai créé pour briser ensemble les tabous sur des sujets du quotidien pour décomplexer et se sentir libre et éveillé. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de recevoir Catherine Testa. Bonjour Catherine, tu es entrepreneur, engagée, spécialiste des questions de bien-être au travail, QVT, développement personnel, développement durable et RSE. Catherine est avec nous pour nous transmettre une bonne dose d'optimisme, on en a besoin en ce moment, un sujet qu'elle maîtrise sur le bout des doigts puisqu'elle est l'auteure du best-seller Oser l'optimisme, mais aussi conférencière et pionnière en France sur cette thématique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu délicat qui est le tabou du burn-out, mais aussi du bonheur au travail et comment y parvenir. Bonjour Catherine, comment vas-tu ? Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Eh ben, écoute, on va dire qu'on fait aller. J'imagine avec la situation, le contexte, la lourdeur et le poids de tout ce qu'on vient de vivre depuis plus de 2 ans. Là, on est en mars 2022. On est à l'aube d'une guerre et une guerre qui a commencé déjà en Ukraine et c'est vrai que ça pèse beaucoup, j'imagine. Alors ça pèse beaucoup, surtout quand ton sujet du quotidien est l'optimisme et quand tu fais notamment des conférences sur le bien-être en entreprise et l'optimisme, ça demande d'aller puiser dans ses ressources internes. Donc voilà. J'imagine un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier et sur tes engagements, ce que tu as envie de véhiculer aussi au quotidien ? J'ai envie de véhiculer de l'enthousiasme. C'est pour ça que dans une période comme celle qu'on vit, ça peut paraître un peu complexe. Pour faire un petit retour, un rembobinage, je viens du domaine du développement durable. Moi, je suis diplômée dans ce domaine après la physique-chimie et j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le domaine du développement durable et on n'est pas très optimiste quand on travaille dans ce domaine-là. On peut avoir beaucoup d'éco-anxiété, le fait d'avoir peur de l'avenir. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit que pour moi, pour mieux vivre, en fait, j'avais besoin d'aller puiser une ressource et qui était de l'optimisme. J'avais besoin de savoir qu'on pouvait s'engager. Et de fait, je me suis mise à communiquer, notamment surtout ceux qui s'engagent, tous ceux qui ont de l'impact en ressources, en me disant qu'en fait, même si j'étais parfois pessimiste des systèmes, j'étais très optimiste des gens et de l'engagement de chacun. Super. Et alors du coup, avec la période Covid qu'on vient de vivre, le dernier rapport du GIEC, j'imagine que tu en as entendu parler, la guerre en Russie et en Ukraine et qui menace aussi l'Europe, les élections présidentielles, etc. Toi, tu fais beaucoup de conférences. Est-ce que tu remarques qu'il y a de plus en plus de signes de burn-out dans les entreprises dans lesquelles tu interviens? Et comment est-ce que tu arrives à détecter ces signes-là ? Alors, ça va pas être très optimiste de parler de tout ça, mais je pense que c'est hyper important. En fait, il y a tout un grand sujet, c'est le sujet de la santé mentale. La santé, d'un point de vue global, c'est le bien-être physique, c'est le bien-être moral et c'est le bien-être social. C'est la définition de l'OMS. Autant dire que le bien-être social, c'est un peu complexe. Ce qui veut dire que notre santé mentale, elle en prend un coup à tous. Il y a globalement 60% des personnes, là on est en 2022, qui en 2021 ont eu une crise, qui se sont sentis mal, et il y a une personne sur 10 en 2021 qui ont eu une pensée suicidaire. Ah, c'est dingue. Quand tu connais les chiffres, en fait, tu te dis que ça paraît délirant. Évidemment, le corollaire à cette problématique, c'est le burn-out dans le domaine de l'entreprise. Le burn-out, il va être de plus en plus... on va le mettre de plus en plus au goût du jour, en fait. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une sorte de tabou sur le burn-out, un sentiment de faiblesse. Parfois, tu voyais des petits jeunes qui disaient qu'ils avaient un burn-out. Tu vois, c'est presque devenu du vocabulaire et on comprend plus la réalité du burn-out. La réalité du burn-out, c'est globalement souvent des gens qui sont hyper engagés, des gens qui sont hyper bosseurs, des gens qui vont jusqu'au bout et en fait, c'est un sentiment d'épuisement. Et ça, il faut être conscient que ça va peut-être vous arriver, à vous auditeurs, que ça va peut-être arriver à quelqu'un dans votre équipe, à un de vos proches. Et il faut vraiment savoir justement ce que c'est. Je pense qu'il y a un grand sujet sur le burn-out et une grande campagne à mener en matière de prévention du burn-out. J'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou de la société quand quelqu'un dit j'ai mon collègue qui est parti, qui a eu un arrêt maladie parce qu'il a un burn-out et en fait il est parfois jugé.
Mais on se rend pas compte que ça peut, comme tu dis, nous arriver à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on fait un burn-out qu'on est forcément faible sentimentalement à la base ou qu'on a des failles. On a des failles. C'est que on a trop tiré sur la corde, ou en tout cas que tout l'environnement émotionnel et toute la charge émotionnelle qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on fait est beaucoup trop grand. Alors, c'est exactement ça, en fait. En fait, le burn-out vient mettre en lumière la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, on n'en a jamais parlé, on n'en a surtout jamais parlé dans le monde du travail. Et de fait, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, j'ai l'impression que revenir après un burn-out, c'est presque comme revenir après être sorti de prison, en fait. On n'ose pas expliquer ce qu'il s'est passé et en plus, on a peur, en fait, d'être complètement stigmatisé. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur ce sujet. Le burn-out, ça vient impacter souvent des personnes qui sont les plus bosseuses, les personnes les plus engagées, celles qui sont le plus à fond en fait. Et du coup, il faut recruter quelqu'un qui revient ou qui a changé de job, qui revient d'un burn-out en se disant mais ça va être une force incroyable dans l'équipe parce qu'il va savoir en fait mettre ses propres limites, mais il va pouvoir nous aider aussi à prévenir ce qui pourra se passer, surtout dans un contexte où a priori on va avoir de plus en plus de burn-out. Hein. Faut quand même dire que sur les 2 années passées, enfin toi tu le vois j'imagine en tant que chef d'entreprise, alors évidemment il y a les burn-out des chefs d'entreprise, hein, faut quand même le dire. Ah oui. Pareil, c'est un grand tabou, hein, le burn-out du chef d'entreprise. Mais on a tout changé, c'est-à-dire que pendant les 2 ans Covid, on a changé la notion du management, la notion de l'espace, la notion au temps, notre relation au temps, notre relation à l'autorité, parce que quand on se voit pas, c'est plus la même chose. Et on est arrivé dans des systèmes où, qu'on soit collaborateur, collègue, manager, on est sans arrêt en train de rassurer l'autre, parce qu'il a peur, parce qu'on est en train de vivre dans l'incertitude. Et donc, on est en train de s'épuiser. Et le burn-out, je ne sais pas si c'est une thématique qui te parle, mais il y a vraiment cette notion de déni, en fait. On ne veut pas se croire en burn-out. Ah mais complètement. Écoute, et ça me parle totalement parce que dans mon ancienne vie, je pense que j'étais à la limite. J'étais extrêmement engagée dans mon job. Et en fait, il y avait des déclencheurs émotionnels ou tu vois, je venais de perdre mes grands-parents, je venais de me marier, j'avais été opérée d'endométriose 2 fois dans l'année. Et puis au travail, c'était ultra tendu et j'arrivais plus à gérer tout ça. Et je me suis fait accompagner en fait par une coach en gestion des émotions. Laetitia Lécher, qui a clairement changé ma vie. Et en fait, au-delà de revenir plus motivée que jamais, je suis revenue avec des nouveaux projets et en me disant qu'il fallait que je m'aligne avec mes valeurs déjà pour que je fasse quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs, avec qui je suis, pour déjà enlever un peu tout ce grésillement et toutes ces incohérences que je trouvais dans mon job. Et en fait, effectivement, ça a été une nouvelle impulsion. Il y a un message que tu fais passer, Catherine, et qui est hyper intéressant, je trouve, c'est le burn-out du chef d'entreprise. On n'en parle pas beaucoup. Et en fait, on est tout le temps, enfin moi pour être chef d'entreprise aujourd'hui, je trouve que tu es tout le temps dans une vague émotionnelle ascendante, descendante, perpétuelle. Le matin, ça va très bien. Le midi, ça va toujours très bien. Et puis le soir, c'est catastrophique. Tu vas perdre ton entreprise. Et ça se répète tellement souvent que la gestion de tes émotions et la gestion... ta gestion est compliquée et en fait si t'as pas un bon associé je trouve avec lequel tu peux échanger, te confier et essayer de rebondir, c'est très très compliqué à gérer en fait, hein. Et surtout t'as jamais le droit de déconnecter. Tu vois, nous ça fait 3 ans qu'on a lancé Elia, on n'a pas pris de congé, tu vois. Et surtout quand tu es chef d'entreprise, mais même quand tu es manager ou même quand au sein d'une équipe, tu es celle qui porte l'équipe, en fait, on te met les épaulettes de la personne infaillible. Et on te donne ce rôle en disant tu es le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, tu es censé nous donner la direction et la vision à long terme. Attendez, dans une société où depuis 3 ans, on est en train de vivre au jour le jour. Donc tu es dans une notion de réassurance. Et puis en fait, il y a quand même des causes au burn-out. C'est souvent la surcharge de travail, ça va être les tensions du quotidien, alors que ce soit avec des collaborateurs, alors c'est pas le cas dans une entreprise comme la tienne, mais les tensions avec les collègues dans des milieux, dans des grosses entreprises, on a toujours des tensions avec les collègues, la disparité entre ceux qui bossent pas, va y avoir des objectifs qui sont inatteignables et surtout le perfectionnisme, en fait, le syndrome de la bonne qu'on a voulu avoir. Et toutes ces causes, en fait, forcément, elles se reportent sur le chef d'entreprise parce qu'il y a des injonctions dans tous les sens. Moi, j'ai appris récemment, là, je discutais avec une association qui s'appelle 60 000 rebonds.
En fait, je ne sais pas si ça te parle, c'est une association. Quand tu es en liquidation judiciaire, enfin, quand tu as perdu ton entreprise, tu te fais accompagner pendant 2 ans parce que souvent, tu fais une dépression, en fait. Dans les tribunaux de commerce, maintenant, aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'APESA. En fait, c'est des professionnels qui sont censés détecter voilà, comment ça s'appelle, les dirigeants qui déposent le bilan, qui ont un risque, en fait, derrière de suicide. En fait, mais c'est pas connu du grand public et souvent, quand tu bosses, mais voilà, enfin, quel que soit notre poste, tu es tellement dans le jus, tu es tellement dans le flow que le burn-out, c'est quelque chose souvent qui est insinueux et progressif. C'est clair, tu t'en rends pas compte. Ça te tombe un matin dessus en disant je suis à bout et je ne peux plus. Et souvent, l'entourage, alors je ne sais pas si c'était comme toi, l'entourage est souvent le premier alerteur. Oui. En te disant t'en fais trop et puis toi t'as envie de te dire mais non je suis capable de, alors tu continues à le faire et pourtant tu commences, il y a les symptômes aussi, je pense que c'est important de les évoquer, c'est la notion d'épuisement, le manque d'enthousiasme, voilà, parce que t'as beau adorer ton métier, ben t'y vas quand même avec un manque d'enthousiasme, tu te sens un peu moins efficace généralement parce que tu as peut-être des pensées parasites, tu es inquiet. Évidemment, derrière, tu as les troubles du sommeil, donc tu as les symptômes qui sont physiques. Et j'imagine, en plus, quand on a des maladies, en fait, qu'elles soient visibles ou invisibles, ça vient les exacerber en plus. Donc, c'est des symptômes. Il faut être vigilant, en fait. Il faut être vigilant pour soi, déjà, et pour les autres, et parce que vraiment, c'est quelque chose d'insinueux. On ne le voit pas arriver. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, en tant que manager ou en tant qu'ami, en tant que collègue, quand on arrive à déceler qu'il y a des problèmes ou des problématiques chez un collaborateur, comment est-ce qu'on peut l'emmener vers le bonheur au travail, ou le bonheur tout court, comment est-ce qu'on peut lui enlever de la pression, tu vois? Alors déjà, je pense que tu as évoqué un élément très important, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que tu m'as dit que tu t'es fait accompagner par un coach. En France, on a assez peur du monde psy d'un point de vue général, en fait, alors coaching ou psy, parce on n'arrive même pas à faire la différence entre une psychanalyse, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Tu vois, c'est un grand fourre-tout. On a une très forte méconnaissance et en France, on a le tabou de se faire accompagner. Si on se fait accompagner, c'est parce qu'on est faible. Je sais pas comment toi, t'es arrivé finalement à te dire, je vais prendre quelqu'un pour me permettre de gérer mes émotions, parce que derrière, en plus, tu peux être hypersensible, tu peux être, voilà, c'est ce qui va exacerber en fait ta gestion, une problématique émotionnelle, par exemple. Mais la première étape, c'est de se faire accompagner. Sauf que le paradoxe là-dedans, c'est que quand tu es en burn-out, tu es dans le déni. Donc, tu ne te rends pas compte que tu as besoin d'être accompagné. Mais c'est pourtant la première chose. Et il faudrait rendre, en fait, sexy pour tout le monde le fait d'aller voir quelqu'un pour nous permettre d'être meilleurs, pour nous permettre de grandir. C'est revaloriser l'accompagnement d'un point de vue global. C'est hyper intéressant. J'imagine que tu as appris des milliers de choses sur toi. Ouais, carrément, carrément. Alors c'est vrai que moi je voyais pas, je voyais que j'étais dans une situation où je piétinais et j'étais épuisée. Je me suis coupée de beaucoup de choses, tu vois, que j'adorais faire. J'adorais aller à des meet-up, je faisais partie du monde associatif. Enfin, j'adorais. Et en fait, j'accumulais tellement, tellement, tellement de travail et tellement de pression qu'en fait, tout ça, je l'ai un peu mis de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais un peu moins performante dans mon job, parce que j'avais d'autres préoccupations aussi. J'étais épuisée, clairement, même si je bossais 8h, 21h tous les soirs au bureau. Mais j'ai mon boss qui m'a pris par la main, qui m'a dit, bon, là, ça va pas. Dès qu'on te fait une remarque sur ton travail, tu le prends personnellement. C'est-à-dire que dès que j'avais une remarque, ah ben tiens, mais même des choses très très simples, hein. Je te dis n'importe quoi, mais il y a une faute d'orthographe sur ton doc, mais j'en dormais pas la nuit. Oh là là. Et je le prenais pour moi, et je suis nulle, je vais pas y arriver. Enfin, c'est des remises en question totales tout le temps. Ce qui arrive encore aujourd'hui, hein, clairement, quand tu as des petits cailloux ou des graviers ou même des montagnes qu'il faut gravir, bah, tu as des remises en question tout le temps, enfin, en tout cas pour ma part. Et en fait, lui m'a pris par la main et m'a dit, il faut que il y a une méthode, la méthode Google qui existe. À l'époque, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Gestion de tes émotions, mais il me prend pour une folle. Enfin, voilà, j'étais vraiment un peu comme tu dis, dans le déni. Et en fait, il m'a fait rencontrer Laetitia. Et Laetitia, pour le coup, elle a tout de suite, elle m'a clairement identifiée, elle m'a cernée. Et en fait, elle a fait un accompagnement qui était pile poil dans ce que j'avais besoin, à la fois sur la partie perso, mais aussi sur la partie pro. Tu vois, moi, je rentrais en parcours PMA en plus de tout ça, donc c'était un peu une période où je menais tout de front. Et donc moi, quand je suis allée voir Laetitia, au début, j'ai beaucoup craqué. Et puis en fait, à chaque fois que je sortais des moments avec elle,
j'avais une sorte de zénitude, comme si j'étais revenue à la position 0, tu vois, en termes d'émotion. Et puis on est reparti un peu comme ça, quoi. Parce que pour moi, c'est ça, c'est que tu as accepté ta vulnérabilité. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que la nuit, tu ressassais la faute d'orthographe. En fait, il y a la notion d'imperfection qui est important d'accepter. En fait, on est tous imparfaits. Faire une faute d'orthographe, moi, j'ai des dirigeants d'entreprise, d'énormes entreprises, ils font 5 fautes par mail. Tu te dis que c'est délirant, mais c'est OK. Il y a quelque chose que j'aimerais bien donner, ça n'a rien de philosophique, mais je crois que c'est important. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais vécu une rupture. Une rupture, pareil, ça te prend de l'énergie parce que voilà, tu as de la déception, etc., etc. Et un jour, c'était un dimanche, il faisait super beau dehors et j'étais vraiment en train de larver sur mon canapé. Tu sais, en me disant, voilà, lui, il passe une bonne journée, machin. Et là, j'ai mon coloc qui rentre dans la salle et qui me dit, Catherine, tu ne peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer ton humeur du jour. C'est lui donner beaucoup trop d'importance. Lui passe peut-être une super journée, il fait beau dehors, sort, va faire quelque chose, va courir, va te balader, peu importe, parce que c'est double peine pour toi. Cette phrase qui a vraiment été prononcée, je pense qu'il y a 13 ans, mais au quotidien, je m'en rappelle. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu es dirigeant d'entreprise ou manager ou n'importe qui, quand tu as un problème avec ton voisin, le soir, naturellement, en fait, les pensées négatives se retiennent plus que les pensées positives. En moyenne, on dit entre 2 et 13 fois plus une pensée négative. Donc le soir, tu vas ressasser tes pensées négatives et tu vas ressasser tes problèmes. Et du jour où finalement mon coloc m'a dit ça, je me suis dit, ok, là, bah, c'est double peine pour moi parce que la personne, elle passe peut-être une très bonne journée, je ne vais pas lui laisser, en fait, cette possibilité, cette ouverture de dominer mon dîner, enfin voilà, de me balader avec mon petit nuage gris sur la tête. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à mettre en place. Par contre, savoir être très conscient en fait de à quoi on dédie au quotidien son énergie, je pense que c'est une des clés déjà pour peut-être voir la vie de façon un peu différente. J'ai pas répondu à ta question. Non, mais tu sais, le fait de dire cette phrase, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Donc je pense que pour ceux qui nous écoutent, tu vois, c'est quand même un bon levier à activer, c'est de se dire, OK, il m'arrive quelque chose, je vais le gérer. Par contre, bah, il y a autre chose à côté et il faut aller chercher un Ça. petit peu l'herbe un peu plus verte ailleurs ou qui est devant nous, en fait. C'est Ouais. c'est ce que je me dis aussi, tu vois, le soir avec ma fille, parce qu'entre-temps, j'ai une petite fille qui est née en plein confinement, premier confinement, au tout début. C'est de se dire, bon voilà, il y a plein de choses horribles qui nous arrivent, on vit une situation inédite, euh, mon entreprise va connaître des difficultés. Par contre, ben voilà, j'ai un bonheur qui est devant moi, il faut que j'en profite. Exactement. Et, et tu vois, sur les conférences que je suis en train de donner dans le monde de l'entreprise, en ce moment, tout le monde me demande enfin, tout le monde me dit qu'il est affolé par ce qui se passe, en fait, en Ukraine, et c'est logique. Mais l'enjeu, c'est de ne pas laisser le narratif de la peur gagner notre esprit. Il sera toujours temps, à un moment donné, de nous dire qu'on va devoir agir, qu'il va se passer quelque chose d'hyper impactant, mais en fait, pour tous ceux qui sont en train de vivre ces situations hyper complexes, nous, notre devoir à un instant T, c'est soit on arrive à aider, on a une prise sur l'action, mais donner notre peur et ne pas jouir de la vie, finalement, c'est un affront pour tous ceux qui n'ont pas la chance de jouir de la vie à l'heure actuelle. Donc ça, cet enjeu de se refocaliser sur ce qui va bien, tout à l'heure je t'évoquais le fait qu'entre une pensée négative se retient entre 2 et 13 fois plus, il y a tout simplement l'exercice qui vise à rappeler chaque jour en fait les choses positives qui nous arrivent tout simplement. Donc de faire cet exercice avec ta fille, ne serait-ce qu'est-ce que tu as vécu de sympa aujourd'hui, mais c'est la même chose dans le monde du travail en fait. Souvent on me demande comment être heureux au travail, mais c'est exactement la même chose que dans la vie perso. C'est de se dire qu'on a de la chance d'avoir des super collaborateurs, c'est de se dire que tu vois, une entreprise comme la tienne, vous portez des valeurs, vous vous associez à des causes, vous avez un impact sociétal absolument incroyable en fait. Et au quotidien, comme tu l'évoques, quand tu es dans les papiers comptables, dans tous les Ah oui. trucs, au quotidien, quand tu es harassé de tout un tas de problèmes, on a tendance à oublier en fait notre cause. Il y a la notion aussi de se sentir utile. En fait, souvent, il y a plein de gens qui me disent, mais moi, dans mon quotidien, personne ne me remercie. C'est une grande problématique du monde de l'entreprise, le remerciement. Mais moi, je dis aux gens, mais le remerciement, c'est un peu comme le je t'aime. Il y a des gens qui vont te le balancer à longueur de temps sans le penser. Et tu as des gens qui ont la pudeur du remerciement, en fait, parce que c'est pas quelque chose de naturel chez eux. L'enjeu, c'est de savoir qu'on a un impact soi-même et de se l'auto-rappeler, parce que parfois, même votre conjoint ne va pas vous remercier au quotidien d'être qui vous êtes.
Il va plutôt à un moment donné en avoir marre de vous voir, en fait. Donc, en fait, cette notion, c'est de s'astreindre à une hygiène de vie, de se dire, OK, à quoi je suis utile, moi, dans un système hyper complexe. Bah, le simple fait d'être sympa avec votre voisin, oui, ça va pas aller solutionner le problème du Covid ou de la guerre en Ukraine, hein, mais ça a déjà un impact qui permet de rendre le monde un petit peu meilleur, en fait. Et on a tous un impact à petite échelle dans notre métier et dans tous nos systèmes, dans le système associatif, tu évoquais le système associatif auquel tu appartiens, voilà, au sein de ton entreprise et au sein de ta vie, dans ta ville ou dans ton immeuble. Enfin, voilà. C'est clair. Et pardon, du coup, j'ai pas répondu à ta question. Comment est-ce qu'on arrive peut-être à prévenir le burn-out? Donc, j'ai réévoqué juste le côté coaching, mais tu as la notion de se mettre des limites. La notion de limite est très difficile à poser, souvent, de se mettre des limites. Tu m'évoquais le fait que tu bossais de 8h à 21h. J'imagine qu'en étant à la tête d'Elia, ça doit être à peu près encore le même délire. Voilà. Voire pire. Surtout quand on est bosseur, en fait, et quand on aime ça, quand on a une cause, la cause nous transcende, en fait. Mais c'est savoir au moins se donner des temps de pause et, en fait, d'être pleinement là à chaque action. Souvent, on dit, je sais plus le chiffre, mais par rapport à la charge mentale, je crois que tu passes 65% de ton temps de la vie perso à penser à ta vie pro et inversement, en fait, tu sais. C'est Donc, clair. l'enjeu, c'est d'être à l'instant présent, en fait, en se disant, ok, ça c'est un autre sujet et c'est une rigueur, en fait, un peu, tu sais, un peu comme du sport, c'est une sorte de, ok, ce sujet n'a pas à m'envahir et c'est d'avoir une sorte de prise de recul sur ses pensées en permanence. Et c'est ça aussi qui nous permet de nous dire à un moment donné, est-ce que d'être honnête avec soi-même en se disant, mais est-ce que je suis en burn-out ou pas? En fait, est-ce que les critères rationnels, enfin tout à l'heure, voilà, j'ai donné quelques causes, j'ai donné quelques symptômes aussi, est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je me voile la face ou pas? Et si je me voile la face, on n'est pas tous en burn-out, hein. Bah, derrière, je vais me faire accompagner pour voir en fait quel point je vais pouvoir améliorer. Mieux vaut prévenir que guérir. Et le message que tu fais passer aussi, c'est qu'il y a vraiment une dissociation entre le bonheur personnel et l'épanouissement professionnel, même si quand on est dans une situation de burn-out, parfois ça va venir se scinder et tu as l'impression que tout ce qui se passe au travail ou dans ton entourage, ben, ça va impacter sur toi, ta personne et ton bonheur perso, quoi. Et donc, quand tu dis, bah, il faut se retrouver dans le moment présent, je trouve que c'est assez juste. Enfin, c'est ce que j'ai vécu moi, tu vois. C'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure en disant, ne laisse pas ce qui n'est pas là ou impacter ton moment présent parce que tu passes à côté d'un bonheur, quoi. Donc, c'est plutôt un message hyper positif. Merci Catherine sur ça. Et alors, à l'inverse, j'ai une autre question. Comment est-ce que tu sais si tu es heureux au travail? Alors, la notion de bonheur au travail, elle a été théorisée. Il y a plein d'études sur le sujet où on te donne les indicateurs du fait qu'un collaborateur se sent bien et les indicateurs en fonction des études, ils sont un peu différents. Mais globalement, ça va de la notion de salaire, en fait, un truc très basique, à la notion de responsabilité, à la notion de sens, à la notion d'utilité, à la notion d'échange avec tes collègues, à la notion d'autonomie. Il y a plein de facteurs, sauf qu'on est tous différents. C'est-à-dire que tu as des gens qui adorent être autonomes et tu en as d'autres que ça met dans une situation d'angoisse quand ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, en fait. Et du coup, on peut pas se dire que avoir ces critères-là, c'est être heureux au travail. Pour moi, c'est une sorte de notion d'alignement. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup moins théorique, en fait, mais c'est la notion de est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit au bon moment, tu vois? Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais en se disant, bah, parce que, tu sais, souvent, on peut finalement travailler dans une entreprise, avoir des collaborateurs incroyables et finalement pas se sentir bien et en se demandant pourquoi on se sent pas bien. Bah ouais, mais si tu bosses pour une entreprise qui flingue la planète alors que toi, dans tes valeurs, tu as l'environnement, bah ça va pas marcher, en fait, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on sait si on est bien dans son travail? C'est déjà, est-ce qu'on se sent aligné? Est-ce que nos valeurs coïncident avec celles de l'entreprise? Est-ce que finalement, la mentalité de l'entreprise nous convient? Tu as des gens qui sont hyper compétitifs.
faut les mettre dans des boîtes hyper compétitives. T'en as d'autres où c'est l'inverse. Tu vois, t'as des gens qui adorent gagner des marathons et t'en as d'autres qui aiment courir en papotant avec leurs copains, en fait, tu vois. Ça. Ou rester sur le canapé et à discuter ou à regarder des films. C'est très bien aussi. Exactement. Et c'est vraiment cette notion de est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit au bon moment et est-ce que ça me fait du bien, tout simplement. Parce que le travail, on a confondu le travail avec juste gagner de l'argent. Mais le travail, c'est un lieu où on grandit. Tu vois, c'est un lieu où on sort de notre zone de confort finalement et où on sait que on arrive à faire en 2 jours ce qu'on faisait avant en 2 semaines parce qu'on nous a un peu challengé. Donc ça nous outille en fait, ça nous arme à savoir faire et à se savoir compétent et utile parce qu'on est tous des feignasses dans l'âme. Tu vois, tout à l'heure tu parlais du canapé. on resterait tous un peu asonnés sur notre canapé, alors peut-être pas tous, mais bon, globalement, on va pas forcément se challenger et le travail, c'est un formidable vecteur de challenge quand on comprend, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que on se plante pas, on apprend. Mais le travail, c'est un lieu où on rencontre d'autres personnes. Et l'autre personne à la machine à café, tu sais, de temps en temps, tu peux te dire que tu partages rien avec lui, par exemple, en te disant c'est un gros beauf, enfin voilà, tu te considères comme des gros beaufs a priori, et à la machine à café, tu te rends compte que tu partages plein de choses. Ça te permet une sorte de curiosité de l'autre, ça te permet une sorte de rencontre de l'autre, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors l'enjeu, c'est d'avoir quand même des collègues qui nous correspondent quand même si on n'a pas le même caractère, tu vois, c'est ça. Des gens qui nous apprennent quelque chose. Et la 4e vertu du travail, c'est je participe à plus grand que moi. En fait, je suis utile à ma société parce que, tu sais, souvent, tu as plein de gens qui disent le sens de ma vie, c'est mes enfants, par exemple. Le sens de ma vie, c'est ma famille, etc., etc. Bah oui, mais sauf qu'à un moment donné, les enfants, ils grandissent. Et du coup, c'est pour ça que plein de gens ont des crises après de la quarantaine, de la cinquantaine, etc., etc. Parce qu'en fait, l'enjeu de l'être humain aussi, c'est de se savoir utile à plus grand que soi. Donc, tu te sens utile quand tu es sympa avec ta voisine, mais dans ton travail, quand tu bosses dans une entreprise comme la tienne, par exemple, voilà, tous tes collaborateurs doivent savoir qu'ils sont utiles à plus grand qu'eux. Et ça, c'est quelque chose d'important à aller soulever et se sentir bien au travail, c'est être en adéquation en fait avec le sens et les valeurs portées par l'entreprise. Mais il y a d'autres composantes forcément. C'est un super résumé et je reconnais. Enfin, je pense que beaucoup vont se reconnaître dans tout ce que tu dis et peut-être que ça peut même créer des déclics en se disant, bah oui, moi j'ai telle et telle valeur, ok, c'est check, mais ça va pas. C'est peut-être pour ça que je suis pas très heureux dans mon quotidien aussi, parce que effectivement, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a quand même besoin d'être heureux, pas forcément dans sa vie professionnelle, mais dans ce qu'on fait, dans les valeurs qu'on porte et dans la mission qu'on se donne pour pouvoir s'épanouir pleinement et pas juste se limiter à un de ces aspects-là, quoi. Oui. Et peut-être pour compléter, tu sais, moi, je rencontre des personnes qui me disent, moi, mon job, enfin, ils bossent sur des chaînes de prod, etc., en se disant, moi, mon job, c'est OK, il me met mon cerveau en déconnexion, par contre, j'ai une énorme vie sociale, associative et autres, et là, on est OK, en fait, avec le fait de finalement que le monde du travail, c'est juste un gagne-pain, en fait. Mais l'enjeu, c'est que dans son périmètre de vie global, on appartienne à un collectif et on serve à plus grand que soi parce que c'est dans notre nature humaine. Et tu vois, souvent, on se dit, mais attends, c'est un peu trop altruiste de dire ça. Mais non, c'est ça qui nous rend heureux, en fait. C'est bête et méchant, mais la générosité, en fait, l'utilité à quelque chose, c'est ça qui nous rend heureux, finalement. Donc, c'est quelque chose de difficile à appréhender et à comprendre. Et c'est quelque chose de difficile dans notre société où on nous dit souvent, mais tu as déjà de la chance d'avoir un job. Ouais, c'est clair. C'est clair. Quand tu as changé, j'imagine qu'on t'a dit, mais attends, comment ça, tu quittes un bon job Ah oui, alors moi c'était pire que ça. C'est que j'étais dans le domaine tech, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais très très bien payée, je gagnais très bien ma vie, j'avais un salaire très confortable, j'avais des missions qui me convenaient bien. Juste, j'étais plus alignée. Enfin, si tu veux, j'avais dans les valeurs que tu énonçais, j'avais quand même quelques checks de fait, mais j'en avais 2-3 qui étaient plus vraiment en accord avec qui j'étais et ce que j'avais envie de faire, et j'avais envie de participer à quelque chose d'un peu plus grand et qui a un impact sur le quotidien. Et en plus, c'était un produit complètement innovant qui n'existait pas forcément sur le marché en France, en tout cas, ça a émergé, et je parlais de sujets ultra tabous.
Ouais. Donc, quand j'ai commencé à parler de ça autour de moi, les premières réactions, c'était: «Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, enfin, Tu parles des tu règles, parles des comment? règles, t'as pas honte, tu vas parler de grossesse, tu vas parler de PMA, tu vas trop t'exposer». Et en fait, ça m'a impactée, hein, parce que on a fait une vidéo ensemble qui est sortie Mmh. récemment et que j'ai mis 1 an à accepter de la sortir parce que je me disais: est-ce que mon réseau va l'accepter? Est-ce que je vais pas avoir trop de critiques? Quelle image je vais renvoyer de moi-même, etc., etc. Et en fait, tu vois, ça conclut un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, il faut aussi pouvoir se laisser être qui on est, en fait, sans forcément se soucier des gens qui sont pas dans la pièce. Mmh. Et c'est la notion d'authenticité. Tu sais, on parlait de qualité de vie au travail. Moi, j'ai des femmes qui me disent qu'elles n'osent pas aller enfin, se balader au boulot avec des protections dans la main, avec un tampon dans la main. Donc, Ça, c'est un vrai sujet. ça te paraît incroyable. Donc ça veut dire que finalement, en fait, un outil, ça vient aussi aller compléter d'autres problématiques, même pas envisagées, en fait. Il y a une sorte de tabou sur les sujets alors que on est... on est des êtres cycliques, en fait, tu vois. À quel moment, oui, on vit dans des sociétés linéaires, mais on est des êtres cycliques. À quel moment on on va pas se foutre la paix sur ce sujet-là, en fait. Et tu vois, finalement, tout à l'heure, tu me demandais la corrélation entre vie pro, vie perso. Ben là, finalement, t'es même entre vie intime et vie perso quand tu me parles du parcours de PMA. Alors, de mémoire, je crois, je pense qu'il faudrait faire des posts là-dessus. Je crois que maintenant, l'employeur est obligé de te donner du temps pour y aller, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors, quand tu es enceinte et que tu as dépassé tes 3 mois de grossesse, tu as des heures, tu peux travailler 1 heure, enfin, j'ai plus exactement le volume d'horaire par jour en moins. Et quand tu as des rendez-vous chez ton gynécologue, effectivement, tu as des attestations. Mais je pense que le parcours PMA maintenant est même en train de rentrer dedans. Faudrait vérifier. Vous irez regarder. Je le connais très très bien ce parcours et tu vois, pour te donner une idée, moi quand j'étais en parcours PMA, je l'ai caché parce qu'il y avait toutes les injonctions de la société, parce que bien évidemment, tu as la pression, vous êtes mariés depuis 4 ans, vous avez toujours pas d'enfants, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux des enfants? T'approches 30 ans, etc. Il y a toi aussi tes envies Bien sûr. et ce que tu dis pas, parce que ça fait déjà 4 ans que tu essayes d'avoir un enfant, tu vois, donc voilà. Et puis, il y a ce que tu vis en entreprise où elle va avoir 30 ans, peut-être qu'elle va vouloir un enfant, mais attention, elle a des responsabilités. Donc, elle n'a pas le temps. Et donc, on lui laisse pas le temps. Et surtout, il y a ce sentiment de se sentir jugé par ses collègues, par son employeur, par la pression aussi de ton entreprise. Et donc, du coup, ce que tu fais, c'est que tu le caches. Et donc, tu te lèves à 5 heures du matin pour faire tes prises de sang, tu prends des rendez-vous les plus tôt possible, tu prends des jours de congé en disant que tu pars en vacances, mais en fait, tu vas te faire opérer. Enfin, voilà, c'est, Et tu vois le poids du mensonge, ah en fait. ça, c'est énorme. On parle beaucoup de charge mentale, mais finalement, enfin même les 3 premiers mois où tu le dis pas à personne, où tu le sais, c'est compliqué en fait. Et tu vois, si on allait vraiment vers une sorte d'optimisation du monde de l'entreprise, il faudrait parler avec beaucoup plus d'authenticité de tous ces sujets parce que ça permettrait en fait de s'optimiser les uns les autres. C'est Parce clair. que finalement, quand tu te lèves à 5 heures du mat, t'es crevé. Alors oui, tu as caché ton truc, mais tu vas pas être aussi performante que si tu étais juste allé pris, enfin si tu étais arrivé avec un quart d'heure de retard à ton boulot en te levant à une heure normale. Et en fait, on s'est mis tout un tas de freins dans le monde de l'entreprise et c'est pour ça que tu vois, la notion de vie pro, vie perso, pour moi, c'est complètement corrélé. En l'occurrence, on est une femme, enfin, ou un homme d'ailleurs, mais on vit des cycles, enfin, on vit des ruptures, on vit des divorces. Le sujet du divorce dans le monde du travail, ça va C'est clair. vachement t'impacter parce que voilà, les problématiques de garde d'enfants, de moins de moyens, etc. Et en fait, le monde de l'entreprise est en train de l'ignorer en disant on fait vraiment la distinction vie pro, vie perso. Surtout avec le télétravail, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce que tu es tout le temps à la maison, quoi. Donc, quand tu vois ton enfant, moi, ça m'est arrivé cette semaine, cas Covid dans la crèche, en fait, tu es obligé de garder ta fille toute la journée. Et en fait, bon, les gens, en tout cas, les gens avec qui on échange nous au quotidien et avec qui j'échange, savent s'adapter et se disent: OK, voilà, elle doit garder sa fille, on peut pas faire de podcast, on peut pas enregistrer, on peut faire de réunions. Ou alors elle le fait sur mes genoux et puis elle participe. Mais bon, c'est en ça qu'aussi que je pense que la crise du Covid a été bénéfique, pour ce lien et la prise de conscience qu'il y a une vraie vie perso derrière chaque personne.
Ça, c'est hyper important. Il y a un peu plus de tolérance. Par contre, moi, je vois encore beaucoup de jeunes parents qui me disent, je crois que les autres ont oublié ce que c'est que d'être jeune parent. Ah, aussi, Par ça aussi. exemple, voilà. Donc, mais on s'est donné un peu plus l'autorisation d'être des êtres humains à part entière et pas que des travailleurs, en fait. Parce que, faut aussi dire ce qui est, on sortait d'une ère post-tayloriste, en fait, où il fallait reconstruire, on était plutôt sur des machines, tu vois. On sortait d'une ère où on devait reconstruire un pays. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette ère-là. On nous demande d'autres capacités, on nous demande de réinventer une société qui soit plus souhaitable, plus durable, qui nous demande d'autres compétences. Donc, oui, autrefois, on était sur une machine, donc on devait vraiment laisser la vie perso à la maison, en fait. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est beaucoup plus intrinsèquement lié. Donc, mais c'est encore peut-être plus problématique par rapport à la notion du burn-out, parce que tout à l'heure, tu me demandais comment un manager le voit. Toi, tu es un manager qui a su le voir, finalement. Donc, ça montre qu'on peut le voir, mais ça passe par beaucoup d'écoute, ça passe par beaucoup d'échanges, ça passe par... Tu vois, tout à l'heure, tu évoquais le fait aussi que tu avais avorté certaines activités sociales qui te plaisaient. En fait, tu vois, ça passe par une connaissance de l'autre avec des indicateurs en se disant, bah tiens, elle mange différemment, tiens, comment ça s'appelle, elle fait moins de choses, tiens, elle a l'air plus fatiguée, elle arrive plus en retard, elle est moins présente, qui se voit beaucoup moins aussi en télétravail. Donc, il y a vraiment de l'acculturation à faire en se disant, et c'est ok de faire un burn-out aussi, en fait. C'est-à-dire que c'est complètement ok. T'en as tellement qui vont être dans du déni alors qu'ils en auront fait un. T'en as tellement qui, du coup, vont avoir des conséquences, des mots physiques, en fait, parce qu'ils n'auront pas exprimé leurs mots, leurs mots, comment dire, Psychique. psychique exactement. Donc ça va se traduire par des mots physiques et voilà, enfin moi je connais des gens incroyables, des responsables des urgences dans des hôpitaux, des gens hyper engagés qui un jour, du jour au lendemain, 6 mois au lit en fait, hein, 6 mois à ne plus pouvoir se lever. Alors que vraiment c'était des jeux, voilà, et en se disant c'est ok, sachant que ça existe en fait et n'ayons pas de jugement vis-à-vis de la personne parce que finalement presque faire un burn-out c'est quelque chose de sain et de serein parce que regarde toi ça t'a... Alors, toi c'était plutôt de la gestion des émotions mais ça aurait peut-être fini en burn-out, ça t'a permis de te rerouter tu vois en te Exactement. disant Exactement. bah voilà, je fais un travail personnel et cette notion de je réfléchis à ce à quoi je vais servir demain, c'est pas une perte de temps. Faire un burn-out, c'est pas une perte de temps en fait. C'est vraiment un déclencheur pour soi-même. Ça permet aussi aux autres, ça plante des petites graines aussi pour les autres. C'est quelque chose à valoriser en fait, alors que pour le moment, enfin, des gens qui sortent de burn-out me disent j'ai l'impression de sortir de prison. Enfin, je me dis on en est encore là. Santé mentale, la santé mentale. C'est clair, c'est clair. Le nombre de dépressions, etc. Soyons ok et osons ouvrir la parole sur ce sujet. Super, en tout cas, merci beaucoup Catherine pour tous tes mots, toutes tes phrases et tous tes petits tips au final, parce que tu nous as donné quand même 2-3 tips assez intéressants. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour tes projets? Je pense de ne pas perdre mon enthousiasme. Je suis très enthousiaste des gens, tu vois, quand je rencontre des gens comme toi, enfin des gens qui s'engagent parce que en fait ils le vivent, en fait tu exprimes ce que tu as vécu toi pour aider les autres. Je me dis que la société, elle est incroyable, en fait. Et ça, j'espère ne jamais perdre cet enthousiasme des autres, même si parfois je suis hyper pessimiste des systèmes. Hein. Ça, j'ai introduit le sujet comme ça. Et je pense que c'est la chose et que je souhaite, en fait, à tout le monde, en fait, de ne pas perdre son enthousiasme de la vie par un narratif de peur, par un narratif de société un peu complexe. Bah écoute, merci beaucoup Catherine. Tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère qu'on aura pu vous éclairer. En tout cas, Catherine m'a, en tout cas personnellement, remotivée pour ma journée. Je vous invite à aller suivre Catherine sur son compte Instagram et sur son compte LinkedIn. Alors sur Instagram, c'est si on souriait. Elle partage des conseils du quotidien pour aider à aller de l'avant, toutes les clés pour devenir soi-même et s'aligner, si je résume bien. Oui, exactement. Oh, trop cool. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer ou écrire vos propres règles du jeu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. Et à très bientôt. Merci Catherine. À bientôt.